Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La semaine du souvenir au Rwanda. Le pays a entamé les commémorations du 30e anniversaire du génocide de 1994. 800 000 personnes, en majorité des Tutsis, ont été massacrées en 3 mois. Le président Paul Kagame a pris la parole. Aujourd'hui, nous serons à Kigali dans ce journal. Ce drame au large du Mozambique, un bateau de pêche surchargé a fait naufrage. 130 personnes étaient à bord. Le bilan fait état d'au moins 97 morts. Les détails dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Éthiopie à la découverte de la seule ville sainte de l'islam sur le continent, Harar, une cité sacrée aux 83 mosquées. Reportage à suivre. Les Rwandais ont entamé les 100 jours de commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis en 1994. Une étape importante lancée par le président Paul Kagame qui a allumé la flamme du souvenir en compagnie de nombreux chefs d'État venus rendre hommage aux victimes. Le point sur les événements de ce lundi avec Clément Diroma. La semaine de deuil rwandaise commence par une journée déclarée fériée par le gouvernement. Jusqu'à dimanche prochain, le pays sera le plus silencieux possible. Des millions de Rwandais survivants et proches de victimes rendront hommage à celles et ceux tombés en 1994 sous les coups des miliciens Hutus lors du génocide contre les Tutsis, en se rendant sur les 200 mémoriaux du pays pour déposer une gerbe de fleurs ou se recueillir près d'immenses sépultures. Cette première semaine ouvre les 100 jours de Kwibuka, traduisés par ce souvenir en Kinyarwanda. 3 mois rythmés par les commémorations dans chaque ville et village des 1000 collines. Une première cérémonie a eu lieu à Kigali ce lundi pour honorer la mémoire des casques bleus belges assassinés par les miliciens. Une douzaine de chefs d'État et des dizaines de diplomates étrangers étaient présents dimanche pour témoigner leur soutien au Rwanda auprès du président Paul Kagame, qui a allumé la flamme du souvenir dans la capitale avant de participer à une grande cérémonie d'hommage. Le chef de l'État s'est plié ce lundi à un exercice rare, une conférence de presse avec de nombreux journalistes internationaux. Le président a rappelé l'abandon de son pays par les puissances occidentales il y a 30 ans et tenait à mettre en avant la reconstruction et le développement du Rwanda depuis les tueries. Et puis le président français qui a, comme prévu, posté une vidéo sur les réseaux sociaux n'a finalement pas affirmé que la France aurait pu éviter le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. Cette phrase ne figurait pas dans son message aux Rwandais. S'agissait-il d'un rétropédalage ou d'un malentendu? La question a été posée au ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il répondait aux questions de Stéphane Ballon de France 24 et Marie Normand de RFI. Il y a eu cette polémique, mais qui n'enlève en rien le travail qui a été fait d'introspection, de donner nos responsabilités et de regarder en face nos responsabilités dans cette crise qui a été fait en 2021 par le président de la République. Donc je pense que c'est une polémique qui est vaine, elle ne retire rien à la volonté de la France de la réconciliation. J'ai pu d'ailleurs m'entretenir avec le président de la République là-bas. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site internet de France 24, france24.com et celui de RFI également. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris ses fonctions aujourd'hui. La passation a eu lieu lors d'une cérémonie avec son prédécesseur Sidiki Kaba. Ousmane Sonko a promis de se mettre au travail avec son gouvernement juste après la fête de la Korité, la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Au Togo, une campagne de sensibilisation sur le projet de nouvelle constitution a débuté ce lundi dans la capitale. Face à l'indignation provoquée avec le passage possible d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, le président Faure Gnassingbé a demandé une relecture au Parlement. Les autorités ont également annoncé le report des élections législatives et régionales pour permettre aux députés d'informer des représentants de la société togolaise, comme les chefs traditionnels par exemple. Les partis d'opposition ont refusé de participer à cette campagne de sensibilisation. 2 groupes de députés parcourent tout le territoire togolais jusqu'au 10 avril. Écoutez. Nous avons été suffisamment informés et cela d'ailleurs nous a permis de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui un régime parlementaire, qui n'est pas un régime sorcier, qui n'est pas un régime nouveau. Ce que nous cherchons à préserver dans le pays, c'est la stabilité.
Le dialogue national perturbé au Togo par des jeunes, au Gabon par des jeunes. Ils ont forcé l'entrée de la salle où se tenaient les discussions. Les manifestants qui appartiennent à une ONG appellent à une concertation inclusive. Le comité d'organisation du dialogue estime que le site où a lieu la concertation dans le nord de Libreville a des capacités d'accueil très limitées. Les explications d'Ismaël Obiangze. Après la séance inaugurale du 2 avril, le début officiel des travaux du dialogue national du Gabon a été reporté à ce lundi. Pour justifier ce décalage du calendrier, les organisateurs avaient évoqué, entre autres raisons, la nécessité de former des panélistes. Depuis ce matin, ils sont 676 en plein examen des contributions citoyennes. Au total, 38 000 avis se rapportant aux questions sociales, économiques et politiques. Mais quelques acteurs politiques et acteurs de la société civile s'insurgent contre le format actuel de la concertation. L'ONG Jeunesse sans emploi, qui n'a pas été conviée aux échanges, a par exemple décidé de se faire entendre sur le site du dialogue. Parce que nous avions déposé des contributions au ministère de la Réforme, nous avions médiatisé que les demandeurs d'emploi doivent prendre part à ce dialogue. On écarte carrément les questions qui sont réelles dans la société. Et donc sur ce, nous invitons les ONG dans le monde entier de venir soutenir les demandeurs d'emploi au Gabon parce que nous nous sentons écrasés. Un sentiment d'exclusion et d'étonnement partagé par les absents des débats en commission. En réaction à ce qu'il qualifie de procès d'intention, le bureau du comité d'organisation du dialogue national maintient que l'avenir du pays s'écrit avec tout le monde. Ceux qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir été appelés ici sur le site d'Angondje doivent réaliser que tous les soldats ne vont pas au combat. Ce que les confessions religieuses attendent de tous les Gabonais, c'est que chacun, là où il est, soutienne ce qui se fait ici au dialogue national inclusif. Et ce soutien, c'est par des rappels à l'ordre, par des remarques constructives. Très attendu par les Gabonais, les résultats de ce forum convoqué par les militaires ambitionnent de poser les fondements d'institutions fortes, crédibles et impersonnelles garantissant un état de droit, un processus démocratique, transparent et inclusif. La fin des travaux est fixée au 30 avril prochain. Les recherches se poursuivaient lundi au large du Mozambique après le naufrage d'un bateau de pêche surchargé sur lequel se trouvaient 130 personnes. Des familles qui avaient embarqué pour fuir après des rumeurs d'épidémie de choléra. Le bilan fait état d'au moins 97 morts, parmi lesquels des enfants. Laurent Berstecher. Ils se recueillent en silence autour d'une barque en bois usé. La veille, 130 personnes s'étaient précipitées sur cette embarcation de fortune pour tenter de quitter le Mozambique. Incapable de supporter la charge, le bateau de pêche a rapidement pris l'eau. Quand j'ai vu que le bateau était en danger, j'ai demandé au chef d'équipage d'augmenter la vitesse pour éviter le pire. Nous sommes revenus vers la rive, mais il était trop tard. Lundi, les secouristes continuaient les opérations de sauvetage et faisaient état d'une douzaine de rescapés seulement. Selon les autorités, les 130 personnes à bord tentaient de fuir une épidémie de choléra après la propagation de rumeurs sur la maladie. Des fausses informations qui auraient provoqué un mouvement de panique et une ruée vers le bateau, censé amener ses passagers sur une petite île au large du continent. Ils fuyaient l'épidémie de choléra. Ils sont montés dans le bateau, mais la mer était agitée. Le bateau a chaviré et beaucoup de gens sont morts. Le Mozambique fait depuis plusieurs mois face à une recrudescence du choléra avec 15 000 cas et 32 décès depuis octobre. Les autorités ont récemment intensifié leurs efforts de prévention et de sensibilisation. C'est paradoxalement la présence accrue de médecins dans la province de Nampula qui aurait effrayé les habitants, les poussant à prendre la fuite. Connaissez-vous Harar? Il s'agit de la ville sacrée de l'islam sur le continent africain. Elle se situe dans la partie orientale de l'Éthiopie. Cette cité compte 83 mosquées, dont 3 datant du Xe siècle et 102 sanctuaires. Harar était fermée au monde extérieur jusqu'à son intégration à l'Éthiopie en 1887. Elle devient ensuite un comptoir marchand ouvert sur le monde. Immersion avec notre correspondante dans le pays, Clotilde Hazard. En plein ramadan, la prière zikri résonne dans les rues de Harar. Les habitants chantent pendant des heures des textes religieux en langue harari au son des tambours.
une tradition qui existe depuis près de 1000 ans. Cet événement s'appelle Badr. Nous célébrons le jour où le prophète Mahomet a gagné la bataille de Badr. Beaucoup de gens viennent des alentours pour participer à la prière Zikri. Nous attendons encore beaucoup de monde. La prière dure jusqu'à midi et nous prions ici autour du temple à Badir. Les prières Harari ont été écrites il y a plusieurs siècles. 1400 manuscrits collectés auprès des habitants sont conservés au musée de Harar. Le plus ancien date d'un millénaire. Ici, le relieur restaure les ouvrages, comme ces chansons écrites il y a 500 ans. Quand le manuscrit est arrivé dans le musée, il était en plusieurs morceaux. Il a d'abord fallu le numériser, le nettoyer avant qu'il arrive dans l'atelier. J'ai pu ensuite le réparer avec du papier japonais. Un patrimoine religieux et populaire qui fait d'Harar une destination touristique prisée. Pour en faire sa première source de revenus, la ville s'est lancée dans une vaste rénovation qui doit se terminer avant les festivités de la fin du Ramadan. On s'est d'abord occupé des rues. On les a nettoyées et réparées afin de les rendre sûres. On a ensuite utilisé beaucoup de couleurs pour attirer les enfants. Et maintenant, il faut reconstruire les murs qui ont été détruits. Plus de 10 000 personnes sont attendues pour l'Aïd, marqué par 3 jours de cérémonies et de performances. L'événement a été inscrit au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en octobre dernier. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Elom Toblé, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.